Une délégation de députés allemands reçue ce vendredi 2 juin 2023 par le président de l'Assemblée nationale Khomeini le renforcement de la coopération parlementaire. La chef de la MONUSCO reçue en audience par le président du Congo-Brazzaville. Un échange porte sur la situation sécuritaire dans l'ouest de la République démocratique du Congo. La ministre allemande adjointe des Affaires étrangères a condamné l'influence du Rwanda sur le territoire congolais. C'est à l'occasion d'une audience accordée par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Mbemba, dans son cabinet de travail. Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information. Dans l'actualité, une délégation de députés allemands a été reçue ce vendredi 2 juin 2023 par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Ngosso-Kodia, Khomeini, le renforcement de coopération de parlementaires. Suivez cet élément de Joanne Makwai et Freddy Ikotama. Nous sommes une délégation de la Parlement allemand, avec 6 députés qui sont là pour visiter la République DRC. Nous sommes tous de la Commission de coopération économique et développement. Et nous sommes très intéressés à améliorer les relations avec le DRC ici. Oui, on a déjà une relation avec le DRC Congo depuis longtemps. On a appuyé plusieurs projets, plusieurs secteurs, et on va continuer de faire ça. Oui, on a vraiment franchement condamné les agressions des Rwandais qui existent. Les M23, c'est aussi appuyé par le Rwanda. C'est pas normal, on peut pas tolérer ça. Comme ça, notre ministère des Affaires étrangères a déjà condamné aussi officiellement. Et aussi, on va faire les pressions à le gouvernement ou le président des Rwandais pour arrêter les agressions. Toujours à l'Assemblée nationale, le président de la CNDH et son comité ont déposé ce vendredi 2 juin 2023 leur rapport annuel de l'exercice 2022 chez le président de l'Assemblée nationale, Christophe Ngosso-Kodia. Suivez-les. Aujourd'hui, nous sommes venus ici au Parlement pour nous conformer à une obligation légale qui est celle de pouvoir remettre le rapport annuel de 2022 qui était un arriéré de l'équipe qui nous a précédés. C'est une obligation légale, disais-je, consignée dans la loi organique numéro 13/011 du 21 mars 2013, qui stipule que voilà, il faut absolument que la CNDH rende son rapport, publie son rapport annuel. Au-delà des rapports ponctuels, au-delà des rapports semestriels, l'obligation est que la CNDH puisse présenter son rapport annuel au niveau de l'Assemblée nationale et le publie aussi au niveau des autres institutions, notamment la présidence de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Premier ministre, le gouvernement, ainsi que les cours et tribunaux. C'est ce que nous venons d'accomplir aujourd'hui par rapport à l'année 2022. Vous me posez la question, la CNDH se porte bien et elle est au travail. Elle reviendra avec des rapports sectoriels. Nous avons 3 mois d'existence depuis la reprise avec l'équipe qui est sortie. Nous reviendrons avec des rapports trimestriels, tout comme nous reviendrons également avec des rapports semestriels et vous dire quelle est la santé au jour le jour, mois par mois, de la CNDH, mais elle se porte bien, elle est sur l'actualité qui est dominée, vous le savez bien, par le processus électoral et toutes nos inquiétudes par rapport à l'insécurité qui règne à l'est du pays et dans certains coins du monde. Et nous demandons la recommandation qui est faite, nous demandons à notre autorité budgétaire de
comprendre que nous avons aussi besoin de moyens pour continuer les enquêtes nécessaires sur la situation qui traverse notre pays. J'ai annoncé dans les titres, Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, a été reçu par Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville. Ils ont discuté sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Suivez cet élément. En raison de son expérience dans le règlement des conflits en Afrique, le président de la République est souvent consulté chaque fois que besoin se fait sentir sur le continent. C'est ainsi que Denis Sassou Nguesso a offert son hospitalité ce jeudi à la résidence du Plateau à Bintou Keïta, représentant du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Au cœur de leur échange, les derniers développements de la situation sécuritaire à l'est de la RDC, toujours marqué par l'instabilité et la persistance de l'opposition entre Kinshasa et Kigali. Le sujet principal, c'est de suivre la situation de la République démocratique du Congo pour voir et comprendre les enjeux actuels et notamment comment mieux accompagner la République démocratique du Congo. Dans le processus menant à la décrispation de la situation sécuritaire à l'est de la RDC, la MONUSCO ne travaille pas seule, a ajouté Bintou Keïta. Elle demeure toujours attentive aux contributions des organisations sous-régionales impliquées dans le dossier. Nous allons respecter les désirs des États membres, à la fois celle de la communauté de l'Afrique de l'Est et aussi celle de la SADC, dans la mesure où ils ont à la fois à travers deux processus, le processus de Luanda et le communiqué du 23 novembre de Luanda, qui gère la situation par rapport au M23, et aussi les décisions qui ont été faites tout récemment par rapport au déploiement d'une brigade de la SADC, de voir que pour nous, qui sommes déjà sur terrain dans ce même théâtre d'opération, avec le mandat du Conseil de sécurité, nous allons travailler en bonne entente et bonne collaboration et coopération, ce qui devient de plus en plus une démarche qui est recherchée par tous. La République démocratique du Congo s'apprête à organiser en décembre 2023 son scrutin présidentiel. Dans cette perspective, la MONUSCO est prête à accompagner le pays à bien honorer ce rendez-vous démocratique. Et de l'autre côté, la ministre allemande adjointe des Affaires étrangères a été reçue par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, le jeudi 1er juin 2023. Cette dernière a condamné l'influence du Rwanda sur le sol congolais. Suivez. Je suis très content qu'on avait eu l'occasion de s'échanger parce qu'aujourd'hui, moi, je viens d'arriver de Luanda. Alors, on a parlé beaucoup de la situation de sécurité. Comme gouvernement allemand, on est solidaire avec le peuple congolais qui a souffert beaucoup des guerres des années passées et on est très intéressé de voir de la stabilité et un processus de paix pour votre pays. Alors c'était là-dessus l'échange, c'est ce qui va se passer à Luanda avec la médiation, le processus Luanda, mais aussi le processus à Nairobi. Et j'entends qu'il y a pour un espoir, pour un développement positif peut-être, mais quand même les choses sont compliquées. Mais on espère bien de soutenir les efforts de médiation de toutes les parties pour que le peuple congolais un jour pourra vivre en paix. Comme l'Union européenne, au décembre, on est parti de l'Union européenne, on a condamné la présence de troupes rwandaises sur le territoire congolais. Il faut respecter la souveraineté des pays, il faut respecter les frontières, soit les frontières en Europe, mais aussi les frontières en Afrique. On comprend très bien, on est tous dans le même bateau. Si on veut vivre en paix, il faut défendre les valeurs de la charte de l'Union africaine, aussi la charte des Nations Unies qui implique qu'on respecte les frontières et comme ça alors aussi on a condamné l'influence. Deux ministères à un autre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, s'est entretenu à Kinshasa dans son cabinet de travail avec l'ambassadeur de la République du Congo en poste à Kinshasa. Suivez cet élément. Leurs échanges ont porté essentiellement sur la réunion du comité de défense et de sécurité prévue le 1er juin prochain dans la localité de Gombe au Congo-Brazzaville. Nous avons eu l'honneur
d'être reçu ce matin par Monsieur le vice-premier ministre et nous avons abordé des sujets d'ordre bilatéral, notamment une rencontre du comité de défense et de sécurité qui est prévue à partir du 1er juin à Ngabé. Ngabé, c'est une localité du Congo à l'intérieur du pays. Monsieur le Premier ministre nous a rassuré de sa participation à cette rencontre et donc nous nous empressons pour informer les autorités de notre pays. À quoi l'opinion devrait s'attendre? Vous savez que nous sommes des peuples frères, nous partageons une langue frontière, il y a beaucoup de questions à examiner. Chaque fois pour faire le point, des questions de sécurité entre les deux pays, mais aussi des problèmes parfois frontaliers. Donc c'est à cela que les deux délégations du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa vont s'atteler dans les prochains jours. La question des réfugiés elle est complexe parce qu'elle implique aussi la pacification de la situation en Kwamoutou pour que chacun reparte dans son pays. Donc je crois que c'est l'ensemble de ces questions-là qui seront examinées par les autorités. Est-ce qu'aujourd'hui, le Haut Commissariat des réfugiés peut considérer que la situation à Kwamoutou est devenue normale pour que chacun retrouve chez lui? Ça, c'est une autre question. Mais est-il que ces problèmes seront examinés par les deux ministres? Le ciel est totalement bleu. Moi, j'étais à Oyo dernièrement, où j'ai accompagné le président Tshisekedi, qui y va souvent rencontrer le président Denis Sassou Nguesso. Mais c'est la preuve que tout baigne dans l'huile entre les deux. Par ailleurs, l'ambassadeur du Congo-Brazzaville a signalé que le dossier de réfugiés des Kwamoutou qui vivent actuellement à Gombe va également être abordé au cours de cette réunion du comité de défense et de sécurité. Au changement de chapitre à présent, le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara, représentant le président Denis Kadima, a ouvert à Kinshasa les travaux de l'atelier d'échange avec le Conseil supérieur de la magistrature, organisé avec l'accompagnement de la Fondation internationale pour le système électoral. Le détail avec Ginelle Bezo. Pendant 3 jours, les participants constitués des experts juristes de la CENI et des hauts magistrats des différents cours et tribunaux de la République vont se pencher sur la gestion des contentieux électoraux et les leçons apprises. Dans son mot d'ouverture, le deuxième vice-président de la centrale électorale, Didi Manara, a contextualisé la tenue de ces assises. Merci d'avoir sacrifié de votre précieux temps pour la cause de la consolidation de la démocratie dans notre pays. Il vous souviendra que sur pied de notre Constitution, personne ne peut prendre le pouvoir par les armes. Il faut impérativement passer par les élections. À ce jour, la Commission électorale nationale indépendante est heureuse de vous annoncer que le projet de loi portant répartition des sièges est sous examen à l'Assemblée nationale et au Sénat. Cela veut dire que le train des élections est en marche. Pour sa part, le rapporteur adjoint Paul Moindo est revenu sur les thématiques qui seront abordées au cours de ces échanges. Par ailleurs, le directeur pays de AIFES a réitéré l'engagement de son institution à continuer à fournir un soutien technique à la CENI. Mesdames et messieurs, pour atténuer les risques surmentionnés et compte tenu du rôle prépondérant des juges dans les élections en RDC, AIFES continuera à fournir un appui technique pour renforcer la connaissance théorique et pratique des parties prenantes sur divers aspects des élections tels que l'inscription des électeurs, la campagne électorale, les procédures de vote, le dépouillement de vote, la tabulation des résultats et l'utilisation de la technologie électorale. De son côté,
Pélagie Ebeka, directeur de cabinet du ministre de la Justice, a rappelé aux hauts magistrats le rôle déterminant qu'ils sont appelés à jouer pour la stabilité des institutions. Chacune des étapes interactives entre les participants et les orateurs du jour était précédée par les exposés de ces derniers sur les différentes thématiques. Parlant d'éducation dans ce journal, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabakazali, a lancé le jeudi 1er juin dernier à Kisangani l'examen national de fin d'études primaires édition 2023. Suivez le ministre de l'EPST, Tony Mwabakazali, dans cet extrait choisi pour vous par Ginelle Pézon. L'édition 2023 de l'ENAFEP va réunir 2 119 100 candidats, dont 1020 448 filles, soit 48%. Ils seront répartis dans 8 232 centres de passation, dont 2 sont situés hors frontières de notre pays. C'est ici le lieu de rappeler aussi, bien aux participants qu'aux intervenants, à quelque titre que ce soit, que l'organisation, la passation, la correction et la publication des résultats doivent baigner dans les valeurs de justice, de probité, d'intégrité, d'honnêteté et de la recherche en permanence de l'excellence. Nous devons bannir toutes sortes d'antivaleurs. La gratuité de l'ENAFEP ayant été étendue aux finalistes des écoles primaires privées agréées, aucun candidat ne peut débourser de l'argent pour quelque motif que ce soit. L'ENAFEP est gratuit à toutes les étapes, de la passation jusqu'à la délivrance gratuite du certificat de fin d'études primaires. Aux candidats finalistes, je demande et recommande la ponctualité, la discipline et le travail individuel pendant ces 2 jours en vue de réussites méritées et qui reflètent le niveau réel de notre enseignement primaire. Où qu'ils se trouvent en ce moment, qu'ils sachent qu'ils sont tous sous la protection divine et la bénédiction du premier parent de la République. Je cite le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je leur souhaite donc bonne chance et pleine réussite. C'est sur ce souhait que je lance officiellement et solennellement l'édition 2023 de l'examen national des fins d'études primaires sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. L'examen de fin d'études primaires s'est déroulé sans incident et c'est grâce aux conditions de sécurité favorables. Le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Raous Chaloué a donné le goût d'envoi au complexe scolaire Elikia. Au total, 49 963 candidats sont attendus dans la province de l'Ituri. Suivez les détails. C'est parti pour les épreuves de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP en province de l'Ituri qui se déroule dans un climat de paix sur l'étendue quasi totale de la province. Au total, 43 963 candidats sont attendus dans les 162 centres d'examen, dont un en Ouganda. À tour des rôles, les autorités scolaires se sont félicitées des différents projets mis en place pour promouvoir l'éducation à travers la gratuité de l'enseignement primaire prônée par le président de la République, matérialisé en Ituri par le lieutenant général Luboya Kashamadjoni. Le chef de l'État qui se donne pour l'éducation en République démocratique du Congo, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, on ne peut pas faire un discours pareil sans féliciter le gouvernement provincial de l'Ituri sous état de siège, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, ainsi que les membres du gouvernement provincial et des services d'appui à la sécurité. Mesdames et messieurs, pour arriver à cette date fatidique, il y a eu beaucoup d'efforts inlassables. Malgré ça, vu les efforts des uns et des autres, les mâles sont arrivés dans tous les centres. À
l'occasion, le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Raus Tchaloué, a procédé à la remise symbolique de V7 motos pour faciliter la mobilité des sous-provèdes vers les écoles, tout en les appelant à en faire bon usage. La responsabilité à ces engins qui appartient pour le travail, pas pour faire le transport de charbon ou surtout des haricots. J'aimerais bien que ça fasse le travail. Au nom du gouverneur de province, à mon nom propre, je vous remets pour que vous distribuiez à tous ces sous-divisionnaires. Notons que la province de l'Ituri, sous état de siège, bénéficie à nos jours de plusieurs projets mis en œuvre par les gouvernements de la République dans les domaines de l'éducation, notamment le projet d'équité et de renforcement du système éducatif PERS, qui exécute plusieurs programmes, ainsi que la construction de 10 écoles dans le territoire d'Irumu et de Mambasa, grâce au programme de développement de 145 territoires, suite à l'amélioration de la situation sécuritaire. Le commandant de la 32e région militaire, le général-major Peter Chirimwami, représentant le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, a lancé officiellement le dialogue avec les groupes armés en vue de faciliter la paix, la sécurité et la cohésion sociale entre la population iturienne. Suivez les détails. Je déclare ouvertes les assises d'Arou pour les dialogues francs entre nos compatriotes qui tiennent les armes, afin que la paix revienne en Ituri. C'est au nom du gouverneur militaire de la province de l'Ituri que le général-major Peter Chirimwami a lancé officiellement le dialogue de groupes armés pour la paix. Dans son mot de circonstance, le commandant de la 32e région militaire a remercié les partenaires ainsi que les groupes armés de leur engagement de tourner les chapitres de violence causés par le fils et les filles de l'Ituri. Et vous remercier pour avoir répondu à ces rendez-vous historiques où toute la nation entière, et pourquoi pas le monde entier, attend voir la jeunesse iturienne porteuse d'armes se parler franc afin de retrouver définitivement une solution à la persistance de l'insécurité. Faciliter le retour de déplacés, favoriser la libre circulation de la population et leurs biens sont le résultat parmi tant d'autres attendus à l'issue de ces dialogues entre le porteur d'armes illégaux dans le territoire d'Irumu et Mahagi. Réaliser le programme de paix de RCS par la remise effective des armes. Et enfin, le général-major Peter Chirimwami a transmis fidèlement la philosophie du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni dans la recherche de la paix, celle-ci s'inscrite dans la vision du chef de l'État et commandant suprême de FARDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le problème de l'Ituri est résumé en 2 mots, drame et frustration. Cela veut dire que une communauté qui a été frustrée par une autre cherche à se venger en créant un drame. La solution donc reste le dialogue et le pardon. Il faut donc désarmer les cœurs pour une véritable paix en Ituri. Rappelons que c'est depuis environ une semaine que les politico-administratifs, le leader de groupes armés, Codeco, MAPI, FPIC et FRP, accompagnés des facilitateurs communautaires et les partenaires de la MONUSCO, sont déterminés de travailler sans relâche comme un seul homme dans le feu final, rechercher la paix, la sécurité et la cohésion sociale entre Ituriens. Bouclons ce journal par cette information. Qu'est-ce qu'il faut comprendre sur la procédure en flagrance? Élément de réponse avec Maître J.R. Tshilombo, avocat au barreau de Kinshasa Matete, au micro de Junior Twendele et Brice Voubou. La procédure de flagrance est mise en mouvement. C'est une procédure en matière pénale, donc dans un procès pénal, qui est mise en mouvement lorsqu'une infraction flagrante est commise. Et il faut comprendre par infraction flagrante celle qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Et elle est répétée telle, c'est-à-dire flagrante, lorsque l'auteur est poursuivi par la clameur publique et on retrouve par devers lui des effets, des documents, de pièces qui attestent soit qu'il est auteur, coauteur ou complice. La procédure de flagrance, c'est une procédure qui est caractérisée par le principe de la célérité.
lorsque cette procédure est mise en mouvement, l'objectif poursuivi, c'est de sanctionner le plus vite possible l'auteur de l'infraction. Raison pour laquelle, lorsque le ministère public poursuit en matière de flagrance, il y a défaut de pertinence de la qualité officielle. Donc, on ne prend pas en compte les immunités des poursuites pour déférer l'auteur d'une infraction. C'est le cas, par exemple, de certaines personnes qui sont bénéficiaires des immunités des poursuites, entre autres le député, le parlementaire, le membre du gouvernement. Devant une procédure de flagrance, les immunités tombent. Autre chose à relever lorsque nous sommes en face d'une procédure de flagrance, c'est que pendant cette procédure, les pouvoirs de l'officier de police judiciaire sont étendus à telle enseigne qu'il peut décerner un mandat d'amener. Alors qu'en temps normal, les mandats d'amener ne peut être décerné que par les ministères publics, le magistrat du parquet. Et devant cette procédure de flagrance, l'objectif poursuivi, c'est d'éviter la vengeance privée, parce que ce sont des cas où la société est en face d'une infraction qui s'est commise et il y a souci de voir l'auteur de l'infraction être sanctionné le plus vite possible. C'est ça l'objectif. Raison pour laquelle cette procédure vise à ne pas énerver la société qui a vu l'infraction être commise et qui a les soucis de voir l'auteur être sanctionné le plus vite possible. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des principaux titres. Une délégation de députés allemands reçue ce vendredi 2 juin 2023 par le président de l'Assemblée nationale au MENI le renforcement de la coopération parlementaire. La chef de la MONUSCO reçue en audience par le président du Congo-Brazzaville. Un échange porte sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. La ministre allemande adjointe des Affaires étrangères a condamné l'influence du Rwanda sur le territoire congolais. C'est à l'occasion d'une audience accordée par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Mbemba, dans son cabinet de travail. Et voilà, c'était là les rappels des titres. Merci pour votre attention. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction CBS. Je vous dis au revoir et bon début de week-end chez vous. Kupenda itawakosta leo siku yako nishajikoki, tuko rafiki zako tunasema happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Monsieur Hervé Louawa, agent à la MEPCO, la famille Louawa et le lieutenant-colonel Job Louawa de la PNC ont la profonde douleur d'annoncer à tous les ressortissants de Kasongolunda, secteur de Kibunda, dans la province de Kwangu, ainsi que les amis et connaissances, la mort de leur mère, tante et grand-mère Louis Ndundusi, mieux connu au nom de Mandola. Décès survenu le mardi 30 mai dernier des suites d'une courte maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Samedi 3 juin, veillée mortuaire à la résidence familiale au numéro 48, avenue Limete, quartier 3, dans la commune d'Engaliema, référence SIAT Police Tosaobika. Dimanche 3 juin 2023, levée du corps à la morgue de Kintambo pour l'inhumation au cimetière de Kintambo. Ce présent communiqué tient lieu de faire part.